Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Alors à chaque fois, je vous pose la question si vous allez bien, comme si quelqu'un allait me répondre, alors que pas du tout. Mais j'espère que de chez vous, vous êtes autant enthousiaste que moi et que vous me répondez, vous me dites oui, Andy, merci, je vais bien, merci d'avoir posé la question. Comme ça me rassure que je ne suis pas toute seule à chaque fois à poser la question. Alors, on est au mois de septembre et on se retrouve pour l'épisode 40 du podcast pour cette rentrée. Et je suis super contente donc de vous retrouver encore une fois pour ce nouvel épisode. Si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue à vous. J'espère que ça vous plaît et que vous avez pu apprendre beaucoup depuis que vous écoutez Feel Positive. Vous pouvez également me suivre sur Feel Positive Official sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux comme Pinterest ou encore Facebook avec le même handle, donc Feel Positive Official. Alors aujourd'hui, je fais un épisode spécial, donc qui n'a rien à voir avec le développement personnel ou la positivité, mais c'est un épisode que je tenais à faire car beaucoup d'entre vous, donc ceux qui me suivent depuis un long moment, savent que j'ai eu une opération il n'y a pas longtemps. Bon, il n'y a pas longtemps, ça fait quand même en fait quelques mois déjà, donc en mai. Et je n'avais pas encore expliqué quelle était cette opération et de quoi ça s'agissait. Donc du coup, cet épisode, c'est pour tout vous expliquer sans filtre et pour également mettre de l'awareness sur ce sujet car c'est un sujet qui est extrêmement important. Donc cet épisode 40 est autour de l'endométriose, mon vécu de l'endométriose. Donc pourquoi je fais cet épisode maintenant? Parce qu'en fait ça fait écho avec l'épisode que j'avais fait l'année dernière à la même période de l'année sur comment être positive avec les règles. Et donc du coup j'ai trouvé que c'était un très bon moment pour pouvoir parler de cela et de vous expliquer du coup toute mon histoire par rapport à l'endométriose et comment je l'ai appris et tout ce qui s'est passé. Parce que l'année dernière, quand je vous ai fait cet épisode sur les règles, je vous remettrai le lien également dans la bio, dans la bio de l'épisode, je n'avais pas l'endométriose. Enfin, du moins, je ne savais pas que j'avais l'endométriose. Donc c'est pourquoi, voilà, j'ai vraiment envie de vous raconter depuis tout le début mon histoire. Et comme ça peut également peut-être résonner pour vous et ça peut vous faire également peut-être consulter. Donc, donc voilà. Et je sais que ce sujet-là, ce n'est pas un sujet pour tout le monde. Si vous êtes un homme et que vous écoutez mon podcast, vous pensez peut-être que vous n'êtes pas du tout concerné. Et je le comprends, je le conscient. Cependant, ce que je dirais, c'est que si vous êtes un petit peu curieux, écoutez l'épisode jusqu'au bout, car que vous soyez un homme ou pas, je pense qu'on est quand même tous concernés dans le sens où les hommes sont des alliés des femmes. Si vous avez des sœurs ou si vous avez des amis, femmes, ça peut toujours aider à conseiller et à pouvoir raise de l'awareness. Je ne sais pas comment on dit en français, encore une fois, désolée, sur ce sujet-là. Et par la même occasion, j'ai envie de donner un exemple où justement Thomas Ramos, qui est le parrain d'Endo France, est devenu parrain d'Endo France parce il a voulu soutenir sa femme qui est atteinte d'endométriose. Donc comme quoi, voilà, ce n'est pas qu'un sujet pour les femmes. Et autant les hommes doivent être au courant pour pouvoir soutenir les femmes dans ce genre d'épreuve, je trouve. Donc voilà. Et vous pouvez toujours envoyer l'épisode à des amis pour qu'elles puissent en savoir plus sur le sujet.
OK, donc du coup, déjà, voilà, comme je tenais à dire, je vais être vraiment sans filtre dans cet épisode, comme je l'ai toujours été dans mon podcast. Donc voilà, je vais pas forcément parler de sang ou quoi que ce soit, de trucs extrêmement détaillés, mais juste pour vous dire que, voilà, ne soyez pas forcément surpris, sur certaines choses que je peux aborder, dans cet épisode. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais faire un petit rappel de ce qu'est l'endométriose. Donc en fait, l'endométriose, c'est une maladie féminine chronique et en fait, ce sont des cellules qui vont se développer à l'extérieur de l'utérus et qui vont causer du coup des douleurs avant, pendant ou après les règles. Et ça peut être aussi quotidiennement, car en fait, toutes les femmes sont différentes et on n'a pas tous le même type d'endométriose et on n'a pas du coup non plus le même corps. Si vous êtes plus intéressé en savoir plus là-dessus, je vous invite à écouter en fait l'épisode 29 spécial podcaston que j'avais fait en mars dernier avec Yasmine Kando, du coup la présidente d'Endo France, parce qu'on aborde du coup le sujet donc de l'endométriose et ce que fait l'association pour pouvoir mettre en lumière cette maladie qui est encore très peu discutée. Donc, je vais vous mettre le lien de l'épisode du coup en bio et je vous invite vraiment à écouter l'épisode avec Yasmine Kando pour mieux connaître le sujet si vous êtes ignorant du sujet et ensuite écouter cet épisode-là parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant et franchement, en tant que femme, moi c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément parce que la santé de la femme c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. D'autant plus que j'ai beaucoup de femmes dans mon cercle social qui sont atteintes d'endométriose. C'est un sujet qui me touche particulièrement. D'où le podcast spécial avec Yasmine Kando que j'avais fait pour Podcaston. Donc du coup, voilà, je vous ai fait le petit rappel d'endométriose. Donc maintenant, on peut commencer dans le vif du sujet. Et du coup, je vais vraiment partir par le début, parce que franchement, il y a tellement de choses à dire. Donc en fait, si vous voulez, si on repart dans le commencement, j'ai toujours eu des règles douloureuses. Donc les femmes, on commence à avoir nos règles à partir donc du collège, je dirais à partir de 10 ans, voire il y a des femmes qui les ont à partir de 8 ans. Moi, je les ai eues à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, j'ai commencé à avoir mes cycles menstruels. Forcément, c'est le début, je n'ai pas forcément de douleur ni quoi que ce soit. Ensuite, les douleurs, elles ont commencé réellement quand j'ai commencé à être au lycée. Donc là, vraiment des douleurs extrêmement douloureuses où je me mettais encore par terre parce que j'avais trop mal, je ne pouvais pas faire de l'EPS alors que c'était une de mes matières préférées. Je devais quitter les cours pour rentrer chez moi parce que ce n'était pas possible de suivre les cours. Et du coup, c'était vraiment insupportable. Et à ce moment-là aussi, c'était vraiment des règles abondantes. J'en vomissais aussi la plupart du temps. Mais bon, à cette époque-là, l'endométriose était très 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 peu connue. Et lorsqu'on avait des règles douloureuses, on nous disait: «Ah mais c'est normal d'avoir mal quand tu as tes règles». Grosse erreur. Ce n'est pas normal d'avoir mal au ventre lorsque nous avons nos règles. Et ça, c'est une chose qu'on nous a dit constamment, à nous les femmes, lorsqu'on était adolescentes. Mais c'est parce qu'à cette époque-là, l'endométriose n'était pas connue. Mais il y a encore des gens et des médecins qui n'ont pas encore cette formation sur l'endométriose qui nous disent ça. Et je vais vous donner encore un exemple tout à l'heure. Et donc du coup, bon, bah, moi j'ai toujours des règles douloureuses. Bah, du coup, on me dit que c'est normal de vivre avec, bah, donc je vis avec et j'ai toujours mes douleurs. Ensuite vient bah, du coup l'adolescence où je commence à avoir une relation longue de 3 ans, donc je commence à prendre la pilule à partir de 18 ans. Donc je prends la pilule jusqu'à ce que je déménage à Londres en 2018. Donc j'ai eu voilà, cette relation amoureuse de 3 ans. Après que cette relation soit terminée, j'ai quand même gardé la pilule jusqu'à ce que jusqu'à ce que je déménage à Londres. Et en fait, lorsque j'étais sous pilule, je n'avais plus de douleur. Mes règles, elles étaient complètement normales. Aucune douleur. Bon, ok, bah c'est super, moi je suis contente, je n'ai pas de douleur de règles avec la pilule, c'est génial. Et je ne soupçonne rien du tout, hein, bien évidemment.
Donc du coup, ensuite, je déménage à Londres. Lorsque je déménage à Londres, bah, je n'ai plus de copains, j'entame une nouvelle vie et je me dis: «Bon, bah, ça ne sert à rien que je prenne la pilule». Maintenant, sachant qu'en plus, c'est une pilule disponible en France et pas en Angleterre, je vais arrêter la pilule. Donc j'ai complètement arrêté la pilule lorsque je suis arrivée à Londres et je me suis dit: «Bon, je reprendrai une pilule lorsque j'aurai une relation, stable et longue». Donc je n'ai pas pris la pilule du tout. Donc forcément, lorsque tu n'es plus sous pilule, tes hormones, c'est du n'importe quoi, donc tes règles, c'est du n'importe quoi. Tu passes entre cycles réguliers, non réguliers, règles abondantes, non abondantes. Donc voilà, pendant quelques mois, j'ai eu vraiment du mal à trouver un cycle régulier avec mes règles. Et du coup, à partir du moment où j'ai commencé à avoir un cycle assez régulier, donc on parle de cycle régulier, donc même si vous avez 1 ou 2, 3 jours de retard, ils considèrent ça comme cycle régulier, a priori en médecine, de ce que j'ai appris. Donc on va dire que voilà, j'ai commencé à avoir un cycle régulier avec juste 1, 2, 3 jours de retard parfois, après quelques mois. Et après avoir eu ce cycle régulier-là, bon, j'avais toujours des règles, super abondante et qui, recommençait à être super douloureuse. Et en plus, en fait, les douleurs que j'avais, c'était beaucoup plus, en fait, au niveau abdominal que au niveau pelvien. Et je comprenais pas et je comprenais absolument pas du tout. Et je me disais: «Mon Dieu, franchement, ce sont des douleurs horribles, je n'arrive vraiment pas à vivre avec, en fait». C'était chiant parce que je me tordais encore, en 2 comme quand j'étais au final, au lycée, quoi. Donc je trouvais ça vraiment pas normal et en fait, entre-temps, si vous voulez, hem, c'est là où moi j'ai commencé à avoir des gens de mon entourage qui ont l'endométriose. Donc une de mes grandes sœurs, elle a l'endométriose, une endométriose profonde et j'ai quand même beaucoup vécu, en fait, son combat avec l'endométriose pendant énormément d'années. Donc déjà, j'étais un peu, je connaissais déjà un petit peu la maladie, à cause de enfin, grâce à ma grande sœur et j'ai aussi ma cousine, qui elle aussi, a su qu'elle avait aussi une endométriose, on va dire 1 an ou 2 ans après ma grande sœur ou je ne sais même plus d'ailleurs. Mais bref, tout ça pour dire que pendant cette période-là où j'ai commencé à avoir de nouveau mal au ventre avec mes règles, je savais que l'endométriose, ça existait. Et donc du coup, ma grande sœur m'a dit: «Bon, ben oui, Doudoune», bon Doudoune, c'est mon surnom qu'on utilise depuis que je suis petite. Dit: «Doudoune, tu devrais quand même te faire consulter, on sait jamais, parce que comme tu vois, moi j'ai l'endométriose». Et l'endométriose, c'est pas encore, scientifiquement prouvé que c'est héréditaire ou génétique. C'est pas prouvé du tout. Mais c'est vrai que moi, quoi qu'il en soit, je me suis dit: «Bon, c'est vrai que ma sœur elle l'a, ma cousine elle l'a, et quoi qu'il en soit, il faut que je me fasse, dépister pour voir si je n'ai pas l'endométriose parce que mes douleurs, ce n'est pas normal du tout». Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que c'était en 2020, il me semble. En 2020, je vais voir mon GP. Donc en Angleterre, en fait, vous avez ce principe de GP, General Practice. Et en fait, ce que c'est un GP, c'est lorsque tu emménages en Angleterre, ou peu importe, hein, même si tu es déjà en Angleterre et que tu emménages dans une autre ville, tu dois te référer à un GP, donc un General Practice, donc c'est-à-dire un centre médical, un hôpital, etc. Donc en fait, ça va être toutes les entités, une entité médicale qui est aux alentours de chez toi, qui est dans ton quartier et qui va être ton référent médical tout le temps. Donc c'est-à-dire que si à chaque fois tu dois aller voir un médecin, c'est ton GP que tu dois aller voir, donc ton General Practice. Et ça, tu dois te référer à chaque fois que tu changes de ville. T'es pas obligé en fait, c'est pas une obligation. Mais bon, si par exemple tu déménages d'une ville d'Angleterre à une autre et que tu ne changes pas ton GP, c'est-à-dire que si tu dois avoir des médicaments ou tu dois aller voir ton GP, tu devras aller dans la ville où tu habitais avant pour aller le voir. Donc c'est un peu chiant. Parce que si tu es à Manchester, qui est le nord de l'Angleterre, et que tu après déménages dans le sud de l'Angleterre et que tu n'as pas changé de GP, ça veut dire que tu dois aller à Manchester pour aller voir ton GP. Donc c'est toujours conseillé donc de tout le temps changer son GP lorsqu'on change de ville. Bref, c'était juste, je vous le dis parce que tout ça, je vais vous expliquer après, il y a un lien, etc. avec la suite de l'histoire. Donc du coup, moi, je vais voir mon GP.
à l'époque, j'habitais du coup dans le nord-ouest de Londres. Et mon GP, il était super sympa, etc. C'était pas encore le Covid. Attendez, c'était le Covid ou pas? Je ne sais plus. 2020. Ah non, alors en fait, bon, en fait, du coup, je me suis trompée dans les dates. C'était en 2019. En 2019, où du coup, voilà, je suis allée voir mon GP pour ça, pour me faire dépister. Donc, bien avant le Covid. Donc voilà. Et donc, du coup, je vais voir mon GP pour me faire dépister et je lui demande, bon, écoutez, moi, j'ai super mal quand j'ai mes règles et en plus, c'est des douleurs qui ne sont même pas aux ovaires, c'est des douleurs abdominales. Donc, du coup, j'ai aussi ma soeur qui a l'endométriose, ma cousine qui a l'endométriose. Voilà, j'aimerais me faire dépister, avoir un diagnostic, quoi. Donc, du coup, la dame, elle accepte de me référer pour un diagnostic parce qu'en Angleterre, tu ne peux pas avoir un diagnostic comme ça. En gros, il faut que tu aies assez de, entre guillemets, pas de preuves, mais de substances pour qu'ils puissent te faire un diagnostic. Donc c'est ultra chiant parce qu'en gros, tu peux dire des choses, mais si le médecin considère que ça ne nécessite pas un diagnostic et il te donne par exemple, euh, une prescription pour un médicament à la place, bah en fait, c'est chiant, quoi. Il faut avoir une mutuelle pour passer par du privé. Et donc, du coup, moi, ça va, mon GP il était super gentil. Il m'a dit, oui, bon, on va vous faire un diagnostic. Effectivement, c'est pas normal d'avoir des règles douloureuses et tout. Donc, il me prescrit un scan abdo-pelvien. Donc, parfait. Donc, en gros, ça va faire, du coup, toute la partie abdominale et la partie pelvienne, donc utérus, tout ça. Donc, du coup, chez mon scan abdo-pelvin, donc on était en 2019. Et en fait, résultat, tout va bien. On me dit, bon, bah, les résultats, après le scan, quand je les reçois, et que je vais voir de nouveau mon GP, ovaire parfaite, endométrium parfait, tout va bien. Et quand mon GP me dit ça, je me souviens encore, je lui ai fait, mais vous êtes sûr? Il n'y a pas une erreur. Et elle me dit, ah mais oui, je vous assure, regardez, c'est écrit là, noir sur blanc, mais vous devez être content que tout va bien. Et du coup, moi, bah, oui, j'étais contente, mais j'étais surprise parce que je me dis, mais pourquoi j'ai toutes ces douleurs-là? Je fais, bon, oui, je suis contente, merci, mais du coup, c'est pas normal, comment ça se fait que j'ai des douleurs comme ça? Et elle m'a dit, encore une fois, bah, ce qu'on nous dit quand on est adolescent, eh ben, quand on a nos règles, certaines femmes ont beaucoup de douleurs et du coup, il faut vivre avec et trouver des moyens pour vivre avec. Bon, ok. Bon, bah moi, après ce scan pelvin-là, bah, je suis contente parce que au final, je me dis, je n'ai pas l'endométriose, c'est confirmé noir sur blanc. Parfait, bon, bah je n'ai pas l'endométriose. Super, bon, ce que j'ai fait, c'est là que j'ai commencé en fait à essayer de trouver tous les moyens possibles pour ne pas avoir mal au ventre. Donc, je me suis dit, bon, si je n'ai pas l'endométriose, j'ai fait le test, j'ai fait le scan, il faut maintenant que je trouve bah, des moyens pour pallier à ma douleur, parce que je ne peux pas vivre comme ça. Et c'est pourquoi, du coup, l'épisode que je vous ai fait l'année dernière sur la positivité avec les règles, bah, c'est tous les conseils que moi j'ai pris en compte bah, quand j'ai su que je n'avais pas l'endométriose. Parce que je me suis dit, bon, bah, il faut que je trouve des moyens pour pallier à mes règles douloureuses. Et tous ces conseils-là sont toujours valables. Voilà, les patchs, ce que je vous ai dit, le confort, les culottes de règles, enfin toutes ces choses, voilà, je vous conseille vraiment d'écouter cet épisode-là, du coup, si vous avez les règles douloureuses, parce que ça peut vous aider pour cela, même si vous avez l'endométriose au final, parce que ça aide quand même, quoi qu'il en soit. Donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à chercher tout plein de conseils sur les règles douloureuses. Je me suis tellement informée sur le sujet parce que ça commençait vraiment à devenir une obsession de me dire il faut que j'aille bien. Et en fait, c'est ça que je me disais en fait. Il faut que j'aille bien. Et tout le temps, je me disais des affirmations positives que pour chaque cycle, je vais bien. Mes douleurs sont OK pour que je n'ai pas mal au ventre en fait. On sait très bien comment le mindset fonctionne et plus je me disais ça, mieux je me sentais. Et j'avais compris que le cycle commence à fonctionner. Et c'est vrai que du coup, voilà, j'avais vu qu'il y avait certains éléments qu'il fallait à bannir lorsque on arrivait de notre cycle menstruel, qu'il y avait certaines choses qui, moi, accentuaient mes douleurs de règles,
contrairement à d'autres. Donc, par exemple, plus je faisais des activités intenses, plus j'avais mal, alors que certaines femmes, ça allait. Donc, du coup, j'ai vraiment commencé à comprendre mon corps, comment il fonctionnait. Et ça, je trouve que c'est vraiment important quand on est une femme. Parce que quand tu commences à savoir comment ton corps fonctionne, tu es à l'écoute de lui. Et tu peux vraiment te dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est vraiment à cette période-là où j'ai commencé vraiment à m'informer énormément sur le sujet des règles, sur comment fonctionne le corps de la femme, pour mieux connaître mon corps au final, tout simplement, et comment je réagissais à mes symptômes, tout ça, tout ça. Donc du coup, voilà, moi j'avance dans ma vie, hein, clairement. Je prends toujours pas la pilule parce que je me dis, je vais pas prendre la pilule, quoi qu'il en soit, parce que voilà, je n'ai toujours pas de relation stable et amoureuse, donc je continue sans la pilule et j'utilise les moyens que j'ai trouvés. Et les moyens que j'avais trouvés, donc ceux que je vous ai dit dans le podcast Positivité avec les règles de l'année dernière, il fonctionnait extrêmement bien. Donc mes règles, j'avais des douleurs de façon aléatoire, c'est-à-dire parfois j'avais mal au ventre, parfois je n'avais pas mal au ventre, donc c'était vraiment aléatoire. En revanche, elles étaient toujours très abondantes, mais bon, ça, du coup, voilà, comme je vous ai dit dans le podcast de l'année dernière, dans l'épisode de l'année dernière, j'avais pallié avec les culottes de règles que j'avais connues et que j'étais tombée fan de ce principe-là. Donc, du coup, voilà, on arrive après ensuite en 2022. Donc, en 2022, c'est à partir de là où tout a recommencé. Donc là, à partir de 2022, juillet, juin, allez, fin juin, donc je commence, on va dire que déjà les douleurs a commencé à s'accentuer un petit peu plus. Donc a commencé à s'accentuer un petit peu plus et je vais vous dire pourquoi après. Et en fait, à partir de juin 2022, c'est là aussi où j'ai commencé à fréquenter mon chéri. Et même à notre deuxième date, je crois, ouais, à notre deuxième date, j'étais à mon deuxième jour de règles. J'avais pas eu mal au ventre, ni à mon premier jour, ni à mon deuxième jour. Mais par contre, j'ai fait un malaise. J'ai fait un malaise. Je me souviens, on avait fait un pique-nique dans le parc, déshydraté, règles abondantes, puis canicule. Ça ne l'a pas fait. J'ai fait un malaise, je me souviens. Et ensuite, du coup, quand l'ambulance elle est venue, ils avaient pris mes constantes, etc. Ils m'ont posé des questions. Et l'ambulancière, je me souviens, elle m'a demandé est-ce que vous avez vos règles? Et du coup, je lui ai dit oui. Et elle m'a dit vous avez les règles douloureuses? Je fais bah oui, parfois c'est plutôt de manière aléatoire. Et j'ai les règles abondantes par contre. Et je vois Agrima a fait un petit truc avec son œil. Et elle me fait si j'étais vous, je consulterais. Je consulterais pour l'endométriose. Et je lui ai fait, bah écoutez, j'ai déjà consulté et apparemment j'ai rien. Et elle m'a dit, moi je vous conseillerais vraiment de reconsulter. Bon, ok. Et donc du coup, dans ma tête, je me dis de toute façon, tous les ans, en fait, je fais un bilan de santé et je fais tous les examens qui me paraissent nécessaires. Donc à la fin du mois de 2022, j'avais prévu de faire mon bilan de santé sanguin que je fais d'habitude et j'avais prévu de base de refaire un examen d'endométriose parce que je comprenais pas pourquoi j'avais des douleurs qui étaient revenues mais un peu plus intenses comme avant. Et donc du coup là, le fait est que l'ambulancière, elle me le dise de nouveau, je me suis dit bon, ok, il faut vraiment que je le fasse plus rapidement possible. Et je me suis dit bon, je le ferai peut-être à fin novembre ou quelque chose comme ça. Et en fait, entre-temps, du coup, là, c'était en juillet que ça s'était passé. Après, il y avait eu août, ça va, j'avais pas eu trop mal au ventre. Et il y a eu septembre, et le mois de septembre, je me souviens, alors là, j'avais eu super mal au ventre, et octobre aussi. Et c'est en fait le octobre où là, ça a été le moment où ce n'était pas possible. Le mois d'octobre 2022, c'était vraiment un coup de massue, car j'ai eu extrêmement mal au ventre. Donc extrêmement mal, je crois que j'avais jamais eu autant mal au ventre, c'est-à-dire que je me pliais vraiment en deux. En fait, je ne pouvais même plus me, me lever de mon lit. Et donc, du coup, au mois d'octobre, j'étais avec mon chéri à ce moment-là. Et il a dû, voilà, pas tellement que je pouvais rien faire.
il a dû venir chez moi quelques jours pour prendre soin de moi parce que je ne pouvais pas me faire à manger, je ne pouvais pas me lever de mon lit. J'avais trop mal, mes douleurs, elles étaient horribles. Et en fait, comme vous avez pu voir, comme j'ai dit, en 2019, quand j'ai fait mon scan pelvin, j'avais dit à mon GP que en fait, j'ai des douleurs au niveau de l'abdomen, et c'est même pas des douleurs en fait ovariennes que j'ai. Et là, c'était ça en fait, c'est mon abdomen, c'est comme si il pouvait pas se plier, comme si c'était vraiment des mines et qu'à chaque fois que j'appuyais dessus, il allait exploser. J'en avais trop marre, je faisais que de pleurer, c'était horrible. Et donc du coup là, je me dis bon, c'est pas possible, il faut que j'appelle le médecin. Donc j'appelle mon GP. Donc à ce moment-là, ce GP là, c'est un GP différent de d'il y a 3 ans, donc de 2019, parce que là du coup, j'habite dans le sud de Londres, donc South East London. Et tout avait changé aussi avec le Covid. C'est-à-dire que là, mon GP, ce qu'il avait fait comme méthode à cause du Covid, c'est qu'on ne pouvait plus aller directement au centre médical. Il fallait aller sur l'application le matin à 8 heures où il mettait en place du coup des rendez-vous. Donc il fallait sélectionner du coup le médecin avec qui tu voulais avoir un rendez-vous. Puis ensuite le médecin, il t'appelle sur le numéro que tu as demandé. Et ensuite, c'est le médecin qui détermine si effectivement il te donne soit un diagnostic ou soit tu dois aller au centre médical pour qu'il puisse faire un peu plus d'examen et après te donner un diagnostic. Donc ça, c'était à cause du Covid. Donc du coup, moi, je me souviens, c'était un mardi et en plus, j'avais repris le boulot. Là, ça allait un petit peu mieux car j'ai arrivé vers la fin de mes règles. Donc à chaque fois quand j'arrive vers la fin de mes règles, ça va toujours un petit peu mieux, mais j'étais toujours dans le bad, clairement. Et donc du coup, je reçois l'appel de mon GP et je lui explique quel est le problème. Je lui explique que j'ai des règles douloureuses depuis très longtemps et qu'à un moment c'était passé, mais que là ça ne passe plus, que j'ai de nouveau extrêmement mal et que en fait mes douleurs elles sont beaucoup plus au niveau de l'abdomen que au niveau pelvin et que j'aimerais avoir un diagnostic. Donc alors je suis tombée sur le pire médecin de toute la vie, clairement. Je vous jure, je n'ai jamais vu un médecin comme ça. Alors, elle a complètement ignoré mes feelings et c'est comme si en fait elle pensait que je mytho. Et ce qu'elle m'a dit, c'était vous avez déjà pris la pilule? Alors déjà, elle avait bâillé. Alors ça m'avait énervé. Genre, vous savez, quand vous parlez et il y a quelqu'un qui bâille, je trouve ça tellement impoli, franchement. Et du coup, elle m'avait dit, est-ce que vous avez déjà pris la pilule? Ou vous prenez la pilule? Et je lui ai dit, bon, j'ai déjà pris la pilule quand j'étais jeune, mais je ne la prends pas maintenant. Et elle me fait, bah dans ces cas-là, il faut prendre la pilule, ça vous calme les règles. Et je fais, mais en fait, je ne vais pas prendre la pilule parce que je ne sais pas, je n'ai pas de diagnostic. Donc, certes, moi, je veux bien prendre la pilule si j'ai un diagnostic, mais là, vu que je diagnostiquais dans ma tête que j'avais peut-être probablement en fait l'endométriose, je me suis dit, je sais que la pilule endort l'endométriose. Et du coup, je lui ai fait, bah non, je vais pas prendre la pilule parce que je pense que la pilule n'est pas le bon choix puisque il me faut un diagnostic avant cela. Elle me fait, bon, bah vous prenez des médicaments? Je fais, oui, je prends des médicaments. Et bah vous prenez des médicaments forts? Je fais, bah en fait, les médicaments que je prends, c'est pas suffisant. Et pourtant, c'est des médicaments super forts déjà. Bah dans ces cas-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je vous donne deux solutions, mais vous les acceptez pas. Alors, elle m'a saoulée. Et en fait, mon copain, il était à côté. Justement, il travaillait du coup de chez moi. Il entendait le médecin, il s'était rapproché parce qu'il était choqué comment elle parlait. Et moi, j'étais en mode règle, donc les émotions décuplées. J'avais envie de pleurer déjà, j'étais là. Et j'avais déjà les douleurs en plus, moins que les jours précédents, mais quand même. Je lui disais, bah écoutez, madame, vous me donnez cette solution, mais moi, ces deux solutions, elles ne me vont pas. Je vais pas prendre la pilule sans diagnostic. Et puis les médicaments, oui, j'en prends, mais c'est pas suffisant. Mais moi, ce que je veux, c'est un diagnostic. Et, et du coup, ce qu'elle me dit, c'est ah bah non, mais moi, je vais pas vous donner un diagnostic. Je vous donne deux solutions. Il faut accepter l'une des deux. Et bah du coup, moi, je lui ai dit, bah écoutez, moi, je vais demander un deuxième avis à un autre médecin. Et puis après, j'ai raccroché.
Et là, j'étais en pleurs. J'étais en pleurs, mais vraiment, j'étais au bout de ma vie. Toutes les émotions des précédents jours où j'avais mal et de ça, là, ça m'a vraiment mis en rung. J'étais là, oui, mais je me souviens, mon copain, il était là, mais what a bitch! Enfin, parce que c'était franchement, vraiment, elle était vraiment mauvaise. Je me suis dit, je comprends pas. En plus, j'ai sélectionné une femme parce que je me suis dit, elle va mieux comprendre ce que je ressens, etc. Mais en fait, pas du tout. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que, en fait, juste cette dame, elle est totalement ignorante sur le sujet endométriose. Et donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un autre rendez-vous avec ma mutuelle. Et si vous voulez, c'est que j'ai une mutuelle aussi en Angleterre et ma mutuelle, ils ont en fait une application qui s'appelle, Doctor Care Anywhere et en fait, cette application-là te permet de te mettre en relation avec plusieurs médecins du monde entier à n'importe quel moment. Donc c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ce qui te permet de couvrir tous les time zones et de prendre rendez-vous. Et donc, en fait, c'est un peu comme un Doctolib, mais de façon, mais en ligne. Et donc, du coup, moi, j'ai pris un rendez-vous avec une femme. Et ce qui est bien, c'est que tu as le profil de chaque médecin, etc. J'ai repris un rendez-vous avec une femme, mais dans son profil, c'était écrit voilà, elle avait dédié son parcours à la santé de la femme, etc. Donc, je me suis dit, bon, elle doit s'y connaître. Et donc, je me souviens, cette femme, elle devait être aux États-Unis, ouais, localisée aux États-Unis, parce que il était à peu près le matin. Et moi, il était vers 19 heures mon rendez-vous, heure anglaise. Et donc, du coup, j'ai rendez-vous par téléphone avec cette dame. Donc, je lui explique encore une fois tout comme pareil, bah, tout pareil, les mêmes symptômes, la même chose que j'ai dit au premier médecin que j'ai eu le matin. Et rien à voir, cette femme super gentille qui me dit: «Ah mais oui, ce n'est pas du tout normal et j'ai bien l'impression qu'au final, c'est bien de l'endométriose». Et là, dans ma tête, je me suis dit: «Ah merci Seigneur, je suis tombée sur quelqu'un de bien». Je suis tombée sur quelqu'un qui ne n'ignore pas mes sentiments et qui m'écoute et qui va me donner ce dont j'ai besoin, donc un diagnostic. Donc direct, elle me dit: «Ah mais oui, je vais vous faire diagnostiquer, donc on va refaire des prises de sang, on va refaire une écho pelvienne, abdo-pelvienne, etc. Les marqueurs CT ou je sais plus quoi là, les marqueurs CA, je crois. Donc, on refait tout. En plus, du coup, vu que c'est avec la mutuelle, donc ça veut dire que je passe que par du privé. Et c'est beaucoup plus rapide pour le coup. Et comme quoi, toujours, Dieu, l'univers, tout ce que vous voulez, fait super bien les choses parce que pour le coup, le fait est que je sois passée par du privé, je suis extrêmement contente parce que si la dame, le médecin que j'avais eu le matin par mon GP, m'avait fait faire un diagnostic, au final, je serais passée par le service public, donc les hôpitaux publics, etc. Et ça, au final, j'en aurais pas aimé parce que j'ai eu une très mauvaise expérience. Du coup, ce n'est pas fini mes histoires, donc je vais vous expliquer tout à l'heure. Et en fait, ça prend et aussi également énormément de temps d'avoir une date d'opération avec les hôpitaux publics. Donc au final, tout se déroulait comme il fallait que ça se déroule. Dieu fait super bien les choses. Donc elle me donne un rendez-vous pour faire les, euh, tous les diagnostics et tout. Donc je fais mon diagnostic et résultat tombe, bam, il y a des cellules soupçons d'endométriose, cellules endométriome ou je sais plus quoi. Mhm. Donc lorsque j'ai ces résultats-là, déjà le sentiment, les émotions que j'ai, c'est un sentiment de soulagement. Parce que je me suis dit, en fait, Andrea, tu n'es pas folle. Tu connais ton corps, tu savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc tu n'es pas folle et tu as bien fait de reprendre un second rendez-vous avec un autre médecin. Et d'un autre côté, l'autre sentiment que j'avais, c'était, par contre, comment ça se fait que il y a 3 ans, en 2019, quand tu as fait ton scan pelvin, parce que là tu refais le même scan, ils n'ont rien trouvé. Et donc du coup, je me suis dit, bon en fait, le scan pelvin que j'avais fait en 2019, ils l'ont mal fait, tout simplement. Je vois pas d'autres exemples, je vois pas ce que ça aurait pu être d'autre que il a été mal fait. Et pour moi, je pense qu'il a été mal fait parce qu'en fait, quand tu fais le scan abdo-pelvin, il te demande en fait d'avoir la vessie pleine parce que avoir la vessie pleine, ça permet de bien voir les organes. Et en gros, quand je suis arrivée pour mon premier scan en 2019 pour faire ce scan abdo-pelvin, ils m'ont dit: ah c'est bon, vous pouvez vous vider la vessie. En fait, on va faire que l'autre partie du scan. Donc je pense qu'en fait, le fait est que j'avais pas la vessie pleine
comme il le fallait, ça n'a pas permis de voir du coup les cellules d'endométriose comme il le fallait. Donc je pense que c'était une erreur de leur part. Et que là, du coup, quand je l'ai refait en 2022, bah, j'avais la vessie pleine, ils ont fait les 2 parties du scan comme il fallait et ils ont détecté l'endométriose. Donc du coup, bah voilà, je rappelle mon médecin, elle me dit: «Bon effectivement, il s'avère, je pense que vous avez l'endométriose et tout, mais pour confirmer ça, il faut faire une IRM parce que c'est la deuxième étape effectivement, pour savoir l'endométriose». Donc du coup, elle me référence à un gynéco, donc je vais voir un gynéco pour faire une IRM. Je fais l'IRM et résultat, ça tombe, boum, endométriose sévère et profonde. Donc sévère et profonde, ça correspond à l'endométriose profonde ou sous-péritonéale. Et en fait, c'est lorsque les lésions infiltrent les tissus ou les organes de plus de 5 millimètres. Et en fait, si vous voulez, vous avez plusieurs formes d'endométriose. Tu as l'endométriome, c'est des kystes ovariens. Tu as la forme endométriose superficielle ou j'arrive pas avec ce mot, péritonéale. Tu as la forme endométriose profonde ou sous-péritonéale, donc celle que j'ai. Et vous avez la forme adénomiose, qui sont du coup les lésions qui sont dans en fait le muscle utérin. Et tu as des femmes qui ont l'adénomiose plus une endométriose. Donc ça, c'est une source EndoFrance et du coup, je vous conseille vraiment d'écouter l'épisode podcaston parce que justement, Yasmine Kando, la présidente d'EndoFrance, elle explique qu'elle, en fait, elle avait une forme adénomiose et aussi une endométriose. Donc vous imaginez le truc. Donc du coup, moi, on me dit que j'ai une forme sévère et profonde. Donc, premier coup, première émotion, c'est que je suis quand même assez choquée. On me dit que j'ai une forme d'endométriose profonde et sévère, et du coup, qui se retrouve en face du rectum. Et en fait, une partie, ils soupçonnent qu'il y ait une partie en fait à côté de la vessie. Donc, du coup, je suis assez choquée, forcément. Les émotions qui me traversent au ce moment-là, c'est que je suis soulagée parce que je me dis, bon, au moins j'ai trouvé, ils ont trouvé la cause de ce que j'avais, je trouve la cause de mes douleurs de règles et on va pouvoir trouver quelque chose pour pouvoir pallier à cela. Parce que je sais que ma soeur, par exemple, elle avait aussi une endométriose profonde et qu'elle avait fait des opérations. Donc du coup, je me suis dit, bon, je suis sûre que je vais devoir passer par la case opération. Et en fait, c'est ce qu'elle me dit, ma gynécologue. Elle m'a dit, bon, pour ce type d'endométriose-là, il faut que vous vous fassiez opérer. Et elle était tellement gentille, cette gynécologue. Franchement, je suis tellement reconnaissante d'avoir été mise en relation avec des superbes personnes dans le monde médical, chirurgiens ou même gynécologues, parce ils ont juste été géniaux. Et cette gynécologue, elle me disait, vous avez l'âge de ma fille, il faut que je vous réfère au meilleur chirurgien d'endométriose du Royaume-Uni. Et c'est ce qu'elle a fait en fait. Le chirurgien qui m'a opéré d'endométriose, c'est le meilleur chirurgien du coup du Royaume-Uni et il est super renommé au Royaume-Uni et même en fait internationalement. Donc elle me réfère à cette personne-là. J'ai un rendez-vous avec cette personne-là. À ce moment-là, on est à quel moment? Je crois qu'on est en novembre ou un truc comme ça. Et du coup, voilà, moi, en termes émotionnels, c'est vrai que c'est un peu les montagnes russes parce que j'ai que enchaîné avec des rendez-vous médicaux sur rendez-vous médicaux, à faire des tests ou à voir des spécialistes. Donc, c'est vrai que je suis soulagée à la fois de savoir que j'avais une endométriose, mais j'étais aussi à la fois un peu stressée, angoissée de me dire, ok, ça va être quoi la prochaine étape d'opération? Quel type d'opération je vais avoir? Comment je vais me sentir? En fait, il y avait énormément quand même de questions qui se posaient dans ma tête. Et d'un autre côté, j'étais quand même pressée de voir ce que le spécialiste d'endométriose allait me dire, etc. Donc arrive le moment où je vois le spécialiste d'endométriose. Il me refait un scan, lui, de son côté, le jour où je le consulte en visite. Et puis voilà, enfin, rien qu'en faisant ces manips, tout ça sur moi, il sentait directement que j'avais une endométriose profonde. En gros, aussi, ce qu'il a vu, c'est que j'avais un nodule dans la vessie. Et il m'avait dit que j'avais un petit kyste aussi dans l'un des ovaires. Et en fait, un nodule, si vous voulez, c'est un peu comme un kyste. La manière qu'il me l'a
moi qui me l'a décrit, c'était comme une pierre, en fait. Il m'a dit: «Imaginez cela comme une pierre qui n'a aucune qui ne devrait pas, en fait, se trouver dans vos organes». Parce que, par exemple, les kystes, vous pouvez avoir des kystes bénins et les kystes, ils peuvent disparaître d'eux-mêmes, alors que les nodules, de ce que j'ai compris, c'est que ça ne disparaît pas et ce n'est pas censé apparaître, ce n'est pas censé se retrouver dans nos organes. Et moi, en fait, il avait vu que j'avais un nodule dans la vessie et qui était quand même, plutôt, d'une grosse ampleur. Et donc, du coup, ensuite, on retourne dans son bureau. Il m'explique, bon, mon chéri, il était avec moi à ce moment-là et j'étais super contente qu'il soit là parce que c'était vraiment un rendez-vous important pour moi. Donc, le spécialiste d'endométriose, il m'explique comment, en fait, l'opération va se passer. Il me dit, oui, on va vous faire une laparoscopie. Et en fait, une laparoscopie. Donc, c'est pas en fait une opération à cœur ouvert, si vous voulez. Donc, en gros, maintenant, avec l'évolution de la médecine, ils ont vraiment développé des moyens qui permettent de réduire la taille des cicatrices. Et pour l'endométriose, donc la laparoscopie, ça, ils vous font des petits trous qui est la taille d'un ongle, hein, vraiment, à plusieurs endroits sur votre ventre et une aussi dans le nombril. Et ils mettent en fait leur câble qui permet de faire l'opération. Donc en fait, c'est ça une laparoscopie. Ça, comme ça permet pas d'ouvrir votre abdomen. Donc il m'explique qu'on va me faire une laparoscopie et que en fait, on va devoir me faire une cystectomie partielle pour m'enlever le nodule qui se trouve dans ma vessie. Et en fait, après, il m'explique, la cystectomie, c'est on va vous couper une partie de votre vessie. Et vous allez avoir un cathéter pendant 2 semaines, etc. Donc, alors, cathéter, c'est le sonde, parce que je sais que c'est pas le même nom en anglais et en français. Donc, le cathéter, je sais qu'en français, c'est l'aiguille qu'on vous laisse dans la peau. Alors qu'en anglais, lorsqu'on vous dit la cathéter, on va vous parler de la sonde avec la poche. Donc, je vais plutôt dire sonde avec la poche pour que vous puissiez comprendre. Donc, on me dit, on va vous placer, du coup, une sonde avec la poche, du coup, dans, qui est reliée à la vessie pendant 2 semaines, etc. Et à partir de ce moment où il me dit ça, alors moi, j'ai été complètement disconnectée. Déjà, j'avais pas compris, je me suis dit, à quel moment on va me couper la vessie, une partie de ma vessie. Je pensais pas que du coup, on allait me faire ça. Je passe d'une endométriose sévère et profonde à on va vous couper une partie de votre vessie. Je me dis, what the heck? Donc à partir de là, je ne pouvais plus prendre aucune information. C'est mon chéri qui posait des questions pour moi et qui écoutait pour moi parce que moi, j'étais vraiment disconnectée. Je pouvais même plus déjà réfléchir en anglais. J'étais là en mode, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, je suis un petit peu hypochondriaque sur les bords, donc je me posais déjà dans ma tête, j'étais là déjà en mode: «Oh, mais je vais avoir une poche, je vais l'avoir toute ma vie, ça veut dire que je vais faire pipi toute ma vie dans une poche et tout». J'imaginais déjà le pire. Alors, vraiment drama queen que je suis. Après voilà, c'est normal, je me suis dit de penser ce genre de choses parce que pour moi, c'était quand même un choc de me dire qu'on va me faire une cystectomie partielle. Je pensais pas du tout qu'on allait me faire ça, en fait. Donc du coup, voilà, après, le rendez-vous, je commence à être en pleurs. J'ai beaucoup pleuré, franchement, pendant cette période. C'était une période très, très dure pour moi. Du coup, voilà, je dis à mon copain: «Hein, mais on va me faire une cystectomie partielle. Imagine, ça se passe mal et que du coup, je vais avoir une sonde à vie et que je vais devoir faire pipi dans une, poche à vie, et cetera». Et du coup, mon copain, il a essayé de me rassurer et il est tellement bon pour rassurer, franchement. Et il m'a dit: «Arrête de penser au pire. Pour le moment, tu sais pas et dis-toi, pense simplement, en fait, aux avantages que tu auras après cette opération». Et il m'a cité tous les avantages et franchement, ça m'a vraiment calmée. Parce que en fait, tous les avantages, c'est de ne plus avoir mal quand j'ai mes règles, de pouvoir avoir une vie normale, de ne pas être contrôlée, en fait, par mon cycle menstruel et de pouvoir faire tout ce dont je veux quand je vais avoir mes règles, de ne plus, rester chez moi parce que en fait, j'ai mal au ventre donc je ne peux rien faire. De ne plus avoir de douleur quand je fais pipi parce qu'en fait, voilà, une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'une de mes douleurs aussi, mais que je pensais pas que ça allait avoir un rapport avec mon endométriose, c'est que, lorsque j'urinais, j'avais très mal en fait quand j'urinais. C'est-à-dire que quand je passais mes urines, j'avais très mal, parfois ça me brûlait
et je faisais pipi toutes les 5-10 minutes. C'est dans une journée, je faisais pipi au moins 20 fois et franchement j'exagère pas et clairement, j'avais jamais soupçonné que c'était un rapport avec mon endométriose. Je me suis dit: «Bon, bah, je bois simplement beaucoup et que j'ai une petite vessie, quoi» et en fait, je disais ça par hasard à chaque fois, mais en fait, oui, j'ai une petite vessie. Pourquoi? Parce que ma vessie, elle a été réduite à cause de mon endométriose et le nodule. Donc voilà, donc tout s'expliquait et une chose que mon copain m'avait dit et qui m'a fait bien rire et qui m'avait permis vraiment de me calmer, c'était il me disait: «Et puis, tant mieux, dis-toi que tu n'auras pas à te lever le soir pour aller faire pipi, donc tu n'auras pas à couper ton sommeil». Et ça m'avait fait rire parce que une chose qui m'énerve tous les soirs, c'est quand on doit se lever pour aller aux toilettes. Franchement, c'est chiant. Moi qui ai un sommeil très léger, il suffit que je me lève une fois et puis après mon sommeil il est coupé. Donc du coup, rien que de penser à ça, je me suis dit, bon, j'avoue, il a raison. Donc après, ce qui s'essuie, c'est que des rendez-vous, hein. Forcément, vu que j'allais avoir une cystectomie partielle, il fallait que je voie un urologue, donc rendez-vous avec l'urologue. Donc l'urologue, il m'explique effectivement encore une fois comment ça va se passer, il me fait faire d'autres tests et tout par rapport à la vessie. Donc c'est vraiment overwhelming tout ça pour moi parce que quand je vous dis que j'ai eu au moins que des rendez-vous sur rendez-vous toutes les semaines, toutes les 2 semaines, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à penser. D'autant plus qu'il n'y avait pas que ça dans ma vie. Forcément, il faut que je travaille toujours mon full-time job. J'ai mon projet Feed Positive où je travaillais toujours, enfin, où je travaille toujours. Ma vie sociale, enfin, il y a toutes ces choses à prendre en compte. Donc, j'avais quand même une très grosse charge mentale qui me pesait et qui était très, très dure à gérer. Et émotionnellement parlant, euh, au final, plus on avançait dans l'année, plus ça va. En fait, j'étais plutôt contente de me dire bon, ça va arriver, je vais vraiment me sentir mieux parce que je pensais à justement tous les avantages que mon chéri m'avait dit. Et je me suis dit, c'est vrai, en fait, Andrea, tu vas te sentir mieux quand tu vas avoir plus mal au ventre et tout. Donc, du coup, je pense que c'était ça qui me drivait. C'était vraiment ces avantages de me dire bon, ça va aller mieux quand je vais avoir mes règles. Et donc, du coup, ensuite, bah voilà, j'ai dû aussi voir un autre chirurgien pour la partie vessie. En fait, franchement, j'ai vraiment eu une opération compliquée, les gars. Je vous dis pas. C'est que le troisième chirurgien, donc en fait, l'opération que j'ai eue, c'est une laparoscopie robotique. Donc, une laparoscopie avec assistance robotique, mais avec 3 chirurgiens. Donc, il y a 3 chirurgiens qui m'ont opéré. Donc, le spécialiste de l'endométriose, pour l'endométriose, l'urologue pour la partie vessie. Et en fait, il y a un autre chirurgien, je ne sais plus c'est quoi sa spécialité, mais en gros, qui travaillait main à main avec l'urologue pour me poser des stents. Et en fait, les stents, c'est quoi? Ce sont des endoprothèses vasculaires. Donc, si vous voulez, c'est simplement un tube. C'est des sortes de petits tubes. Et en gros, c'est parce que vu que j'allais subir une très grosse opération, on m'avait dit, ça va être une opération très complexe. Et je vous avoue, c'est très complexe, mais ne vous inquiétez pas, on a l'habitude de la faire. Donc, ça va prendre 6 heures. Mais vous allez voir que ça va être une opération qui va vous changer la vie. Donc, on m'avait déjà informé de tout ça. J'étais aware de tout ce que ça allait engendrer. Et en fait, c'est pour ça qu'il y avait autant quand même de chirurgiens sur moi. Et en fait, ce troisième chirurgien, voilà, les stents, c'est que pour la vessie, vous avez l'urètre. L'urètre, c'est le petit tube où en fait, vous avez votre urine qui passe. Et en fait, si vous voulez, parce que j'avais une grosse opération et qu'on allait m'ouvrir une partie de ma vessie, pour éviter que mon urètre se casse, parce que l'urètre, c'est très très petit et c'est fin. Alors, on m'a mis ces stents, donc c'est cette endoprothèse vasculaire, pour protéger mon urètre. Donc, en fait, c'était avec des câbles. Alors, franchement, c'est trop bizarre. Donc, en gros, ça allait protéger mon urètre et c'était ce troisième chirurgien qui allait s'occuper de faire ça. Donc, j'ai vu aussi ce troisième chirurgien, du coup, pour qu'il m'explique la procédure, tout ça. Donc, franchement, c'était énormément. Donc, là, ce troisième chirurgien-là, je l'ai vu, c'était, du coup, c'était quand? Je crois que c'était vers février, quelque chose comme ça.
J'ai eu après une confirmation, donc du coup, de ma date d'opération. Donc ma date d'opération, du coup, qui était le 13 mai 2023, donc le jour de mon anniversaire. En fait, au début, je devais me faire opérer le 20 mai, mais ils m'ont demandé, en fait, le 20 mai, ça va pas être possible, est-ce que vous êtes disponible le 13 mai? Et je me suis dit, bon, vas-y, Andrea, ce n'est pas parce que c'est ton anniversaire que tu vas pas le faire. En plus, ça va, c'était pas un anniversaire clé, donc je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais faire, c'est le plus important, c'est ma santé. Et donc, du coup, j'ai accepté. Donc, le 13 mai, c'était le jour de mon opération et aussi le jour de mon anniversaire. C'était vraiment particulier. Et j'avoue que rien que d'y penser, ça me donne un petit peu les larmes aux yeux, donc je vais être un petit peu emotional. Euh, C'était un petit peu particulier dans le sens que, bah quand même, moi... Alors attendez. Bon, je pensais pas pleurer, désolée. Euh, C'était pas une grosse... Franchement, c'était pas une période très facile parce que mes anniversaires, c'est vrai que bah, depuis que j'habite à Londres, moi, pour faire mes anniversaires, j'y prends... C'est quand même assez important parce que tous mes amis proches, les personnes que j'aime se trouvent en France et rien d'aller que au restaurant ou de pouvoir lire mes petits messages d'anniversaire, bah ça me fait plaisir. Et c'est vrai que du coup, vu que le 13 mai, bah j'étais en opération, mon admission elle était à 7 heures du matin ou 8 heures du matin. Il y avait une personne qui s'opérait avant moi. Donc du coup, je suis passée en opération à partir de 10 heures. Et puis j'ai eu 6 heures d'opération. En fait, 7 heures parce que voilà, ils ont détecté d'autres endométrioses, donc je vais arriver à cette partie-là. Du coup, ça m'a pris toute la journée, donc 17 heures jusqu'à 18 heures. Et en fait, vu que t'es drogué par les médicaments, bah forcément, t'as pas le temps de profiter du jour. Donc en fait, mon anniversaire, j'y ai pas du tout profité. Euh, j'ai pas du tout profité donc de pouvoir répondre à toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire et tout. Donc c'est pour ça que c'était assez dur. Et rien qu'en y repensant, en fait, cette opération, c'était très 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 dur mentalement. C'était pas mal de choses à supporter, donc du coup, je reprends. Donc désolée, j'étais un peu émotionnelle là, d'y repenser à tout ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas repensé. Et en fait, du coup, bah voilà, comme je vous ai dit, j'étais admise à telle date, etc. et à telle heure. Et en fait, du coup, bah, l'anesthésiste, euh, parce que c'est une grosse opération, on te demande si tu veux tu veux prendre en fait un médicament qui te permet de ne pas avoir de douleur quand tu vas te réveiller. Et en fait, on te demande si tu veux faire comme une style de péridurale. C'est pas forcément une péridurale, mais ça fonctionne de la même manière. J'avais demandé à l'anesthésiste si c'était une péridurale et elle m'a dit du vu du médecin, ce n'est pas une péridurale, mais du vu du patient, c'est une péridurale. Donc en fait, ça va être le même style dans le sens où on va t'administrer un produit dans la colonne vertébrale. C'est on vous fait les mêmes types d'exercices. Tu as la même position qu'une femme enceinte quand elle prend la péridurale. On te dit qu'il faut, enfin au niveau des respirations et tout, il faut bien les prendre au bon moment parce que sinon, voilà, forcément, si l'anesthésiste met mal, ça fait mal sa piqûre, bah, tu peux être paralysé des jambes. Et donc, du coup, en fait, ce médicament qu'elle m'a administré, pardon, ça me permettrait de ne pas avoir mal après l'opération lorsque je me réveillerai. Parce qu'en fait, j'allais avoir la morphine, mais parce que c'est une grosse opération extrêmement complexe, que même la morphine, en fait, n'aurait pas suffi. Et du coup, c'est si toi tu le souhaites, tu peux prendre le médicament du style péridurale. Bah moi, j'ai pris direct, hein. J'aurais dit, ah bah oui, j'ai signé le papier, direct, je me suis dit, douleur, non merci. Donc j'ai pris direct ce médicament-là, hop, du coup ça passe, anesthésie 1, 2, 3, tu fermes les yeux, c'est bon, t'es à opération, tu te réveilles, t'es en salle de réveil. Donc du coup, comme je vous ai dit, bah, en fait l'opération ça a duré 7 heures au lieu de 6 heures. C'était un succès l'opération, donc Dieu merci, tout s'est super bien passé. Mais c'est vrai que le chirurgien, il m'a dit que c'était très 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 challenging. Parce qu'en fait, ils ont trouvé de l'endométriose ailleurs. Donc, je vous ai dit que de base, l'endométriose que j'avais, qui était détectée à l'IRM,
qui avait été détectée à l'IRM, c'était l'endométriose sur le rectum et l'endométriose dans la vessie. Et en fait, l'IRM, elle détecte simplement les grosses lésions, pardon. Et elle n'avait pas détecté les autres endométrioses que j'avais en fait sur l'utérus et aussi sur l'intestin. Et c'est ce que le chirurgien m'a dit. Il m'a dit en fait, du coup, on a trouvé l'endométriose sur l'intestin et sur l'utérus. Et quand il m'a dit sur l'intestin, bah, j'étais pas forcément choquée parce que justement, moi j'étais surprise que l'IRM n'avait pas vu d'endométriose sur l'intestin parce que c'est des douleurs abdominales que j'avais quand j'avais mes règles. J'avais pas de douleur aux ovaires, donc j'avais pas d'endométriose sur les ovaires. Donc mes ovaires, ils sont clean. Ils m'ont dit, c'était un petit peu dans l'utérus et qu'ils avaient trouvé supplémentaire et l'intestin. Donc ils m'ont dit que c'était très challenging parce qu'en fait l'endométriose, ils ont fait la technique du shave, donc ça veut dire que c'est gratté, ils ont gratté toute l'endométriose. Donc si vous imaginez, ça veut dire qu'après ça, j'avais quand même super mal à l'intestin quand je vais vous expliquer après, hein, de toute façon. C'est loin d'être terminé, ça va être un très long épisode, mais j'espère que ça va vraiment vous donner de l'awareness pour pouvoir consulter. Euh, et donc du coup, voilà, on m'a donné, enfin, il m'a dit que voilà, ils ont tout enlevé, ils ont vraiment enlevé toutes les cellules d'endométriose sur partout, donc où ça se trouvait. Et il m'avait aussi prévenu le chirurgien d'endométriose, quoi qu'il en soit, avant, quand je l'avais vu en rendez-vous, que effectivement, c'est simplement quand il allait opérer qu'il allait voir il va avoir d'autres endométrioses à d'autres endroits. Et c'est ce qui s'est passé. Et il m'a même dit, en fait, je sais même pas comment vous avez fait pour pouvoir vivre avec ça jusqu'à maintenant, parce que l'endométriose que j'avais dans la vessie, elle était énorme. Il m'a dit, c'est invivable. Franchement, je ne sais pas comment vous avez fait parce que c'est invivable. Et il vous montre aussi les photos d'endométriose. Franchement, alors les photos, c'est vraiment dégueulasse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une opération d'endométriose, si vous avez déjà demandé à prendre les photos, à regarder les photos. Donc, on vous les montre automatiquement. On vous demande si vous voulez les voir en Angleterre. Moi, j'ai demandé oui, hein, je voulais les conserver. Et franchement, c'est un peu comme un cancer, pardon. Vous voyez à l'école quand on vous montre le cancer des poumons, un poumon sain et qui est rose et un poumon qui est endommagé, qui est tout noir. Bah, c'est pareil l'endométriose. C'est genre, on va dire, des organes sains, ça va être tout rose et avec l'endométriose, t'as que des cellules noires un peu partout. Franchement, c'est dégueulasse. Et donc du coup, quand moi je voyais les photos, je me disais, mais vraiment, mes organes, ils étaient vraiment pourris ou quoi? Genre, incroyable. Et c'est vrai que je me disais, même moi, je ne sais pas comment j'ai vécu aussi longtemps avec, parce que franchement, c'était vraiment rotten. Et donc, du coup, voilà, bah, à l'hôpital, mon séjour à l'hôpital, je suis restée du samedi jusqu'au mercredi d'après à l'hôpital. Donc, sur les 4 premiers jours, je n'ai pas pu manger. Je n'ai rien mangé. Je ne pouvais pas manger. Parce qu'en fait, vu que j'ai été aussi opérée de l'intestin, ils ont enlevé l'endométriose à l'intestin, j'avais l'intestin extrêmement fragile. Donc, j'avais un diet extrêmement limité et je pouvais boire que du liquide. Et franchement, que du liquide, c'est archi dur. Donc je pouvais aussi manger des glaces parce que c'est liquide. Mais pendant 4 jours, je n'ai pas mangé. C'était horrible parce que j'avais ultra faim. Mais je ne pouvais pas manger du tout parce que j'étais encore trop fragile en fait. C'était beaucoup trop fragile pour absorber des aliments. Et ensuite, j'ai pu commencer à manger à partir de, je crois que c'était mardi soir. Je crois que mardi soir ou lundi soir. Mardi soir, c'était. J'étais tellement contente d'avoir mon premier repas. Clairement, c'était un truc de malade. J'étais trop contente de manger mon premier repas. Et en fait, je pouvais pas manger beaucoup au final. J'avais super faim, mais j'étais vraiment très limitée parce que même si j'avais faim, bah, mon intestin me le permettait pas. Je pouvais vraiment manger que des petites quantités et manger très doucement, bien ingurgiter les aliments, etc. Donc pendant cette première semaine à l'hôpital, donc je suis partie le mercredi, voilà, j'ai rencontré du coup physiothérapeute, comment ça s'appelle en français? Le kiné. Le kiné qui m'a donné des exercices à faire au quotidien chez moi. J'ai rencontré la nutritionniste justement qui m'a expliqué
pour le régime, qu'est-ce que je vais devoir prendre en compte et quand je pourrais avoir un nouveau régime, et cetera. Enfin, manger, normalement, tout ça. Et je suis rentrée chez moi, bah, du coup, c'était assez overwhelming aussi parce que me voir dans cet état-là, c'était très, très dur. C'est-à-dire que j'avais mon ventre, il était gros comme un ballon parce que en fait, on te met un gaz quand tu te fais opérer, car, le gaz, je crois que c'est pour voir les organes ou je sais pas quoi et ce gaz-là, bah, en fait, tant que tu ne l'as pas éliminé, bah, tu auras toujours ce gaz en toi et moi, j'ai pris énormément de temps à éliminer ce gaz-là. J'avais toutes mes cicatrices, donc j'ai 7 cicatrices, heu et j'avais du coup 7 pansements. C'était horrible et donc du coup, rien que me voir comme ça, moi, ça me faisait super mal au cœur parce que je suis quelqu'un de très féminine, j'aime me pouponner, j'aime me faire belle, tout ça et là, bah, je me voyais dans le pire état. Je me sentais moche, pas attirante du tout donc je me souviens, bah, j'en pleurais. Mon copain, trop gentil, trop mignon, forcément, il me rassurait en me disant: «Mais tu belle même, avec, ta robe d'hôpital» et trucs comme ça, enfin, vraiment trop chou. Mais moi, j'étais là: «Mais moi, je me trouve pas belle, laisse-moi tranquille». Franchement, non, c'était vraiment très, très dur de s'aimer à ce moment-là, qui et ça, pour moi, c'était très dur parce que je m'aime inconditionnellement, mais là, par contre, je m'aimais pas. Je ne m'aimais pas. Heu et du coup, en plus, j'avais, bah, forcément aussi, bah, j'avais, la sonde, donc un câble qui était relié à ma vessie et qui était relié à une poche pour faire pipi. Parce que vu que je me suis fait opérer de ma vessie, bah, ma vessie n'était pas fonctionnelle encore et il fallait que j'attende, 2 semaines pour enlever cela. Donc franchement, c'était pas facile d'avoir ça et je me sentais, vraiment mal. Alors déjà, c'était très dur dans le sens où je n'arrivais même pas à marcher. C'était vraiment comme si j'étais un nouveau-né. Dans les premiers jours, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas très bien boire et je ne pouvais pas marcher. J'avais perdu toute ma mobilité. Et parce que tout mon pelvic a été opéré et j'avais extrêmement mal au bas du dos. Donc extrêmement mal au bas du dos parce que j'avais eu la piqûre, mais aussi parce que ça, la partie du pelvic, elle est reliée à toute la partie aussi du bas du dos. Donc il m'a fallu énormément de temps pour m'en remettre parce que ça, même après être en rétablissement, j'avais encore mal. Donc je ne pouvais pas forcément marcher dès le début et c'est pour ça que j'avais des exercices de kiné et en fait, j'avais le droit à faire, il fallait que je fasse jusqu'à 1000 pas par jour. 1000 pas, c'est rien en vrai. Mais les 1000 pas, je les faisais pas, hein. Franchement, je les faisais pas, c'était trop, trop dur. Je faisais 10 pas, j'étais déjà essoufflée pour vous dire. Et en fait, ce que je me disais aussi à ce moment-là, je me disais: «Vas-y Andrea, c'est pas permanent, c'est temporaire. Pense aux personnes qui ont ça de manière permanente et qui n'ont pas la possibilité de marcher tous les jours. Donc toi, tu fais tes efforts, tu as eu une opération, mais tu vas remarcher». Et ça me remotivait. Ça me remotivait, ça me donnait le moral d'avoir la gratitude et de me dire que c'était temporaire en fait que j'avais tout ça. Et petit à petit, j'allais beaucoup mieux. En termes de morale, pas forcément, mais physiquement, j'arrivais de mieux en mieux à marcher. Ah oui, aussi, j'ai oublié de mentionner qu'on m'avait suspendu mes ovaires parce que, en fait, comme je vous ai dit, ils ont trouvé de l'endométriose dans l'utérus, mais vu que mes ovaires, ils sont sains, bah, pour pas les endommager, ils les ont suspendus. Donc je vous raconte cette partie parce qu'elle est drôle, parce que dans cet épisode qui m'a l'air un peu, pas glauque, mais pas si fun que ça c'était une partie drôle parce qu'en fait, ils m'ont suspendu les ovaires et c'est comme si, bah, on le sent réellement. C'est genre, dites-vous, bah, les ovaires, tu en as un à droite, un à gauche. On m'a mis, ils les ont suspendus avec du fil médical et en fait, tu sens quelque chose qui est super serré au niveau de ton bas du ventre et en fait, le vendredi de la semaine où je suis rentrée chez moi, donc je suis rentrée le mercredi, j'ai dû faire enlever, cette suspension d'ovaires chez la gynéco. Enfin ça, c'était une nouvelle gynéco et c'était drôle parce que justement, ça faisait super mal en fait de sentir ses ovaires, suspendre, au niveau du bas du ventre et quand je suis allée chez la gynéco et elle allait, enlever le fil médical, elle m'a prévenue, elle me fait: «Bon bah je vais enlever le fil médical», donc en fait elle les a juste coupés et elle m'a dit: «Vous allez sentir, bah justement, vos ovaires retomber». Je me suis dit: «Ah bon? C'est trop bizarre». Donc du coup elle m'a dit: «Bon levez-vous doucement parce que vous allez les sentir vraiment tomber».
Donc du coup, elle coupe les fils, je suis allongée, elle coupe le fil, hop, sur les 2 extrémités, un gauche, à droite, elle les enlève. Je me relève petit à petit, hop, et tu sens vraiment 2 boules tomber. Et c'est super drôle. Je fais: «Mais en fait, ils vont retrouver, où ils doivent aller les ovaires?» Elle me fait: «Ah mais oui, vous inquiétez pas, ils vont retrouver leur chemin, vers leur habitat». Franchement, je trouve ça super fascinant le corps humain. Genre les ovaires, ils vont retrouver leur place normale, tranquille. «Bon bah, c'est fini l'opération, allez, je repars sur ma trompe de Fallope». Donc bon, voilà, c'était la partie un peu drôle, qui n'était pas forcément drôle parce que j'avais trop, trop mal de ça, ça me faisait vraiment trop mal au bas du ventre. Donc du coup, dès que je suis arrivée, je suis revenue chez moi, voilà, je faisais quelques progrès, je pouvais toujours pas manger énormément. Le gaz, de l'opération, j'arrivais toujours pas à l'éliminer, je me sentais mal parce que je me sentais énorme. Moi qui avais d'habitude un ventre plat, là, j'avais vraiment un ventre de ballon de foot. C'était, vraiment horrible pour moi de me voir dans cet état et en fait, j'ai développé une infection que je n'étais pas forcément au courant et en fait, j'aurais pu me dire que c'était l'infection parce que tous les soirs, j'avais super chaud et en fait, j'avais de la fièvre, mais je ne savais pas que j'avais de la fièvre. Je me suis dit simplement: «Mais, c'est parce qu'il fait chaud à Londres» et c'était des périodes où il faisait plutôt chaud, en fait et j'avais pas forcément soupçonné jusqu'au jeudi d'après, justement, où tout va bien, je fais mes exercices, je fais quand même des progrès, tout ça. Mes cicatrices, elles commencent à guérir. Et justement, là, il y a un moment, pendant 1 ou 2 heures, où j'ai super mal. Je sais pas pourquoi, j'ai super mal. Mon copain, il appelle dans les ambulances, mais après avoir pris un médicament, ça va mieux. Bon, ok. Par contre, le lendemain, le vendredi, donc ça faisait déjà 2 semaines après mon opération, pareil, toute l'après-midi, je pensais aller bien, mais là, boum, ça va plus. J'ai super mal au ventre, je sais pas pourquoi. J'ai toujours le ventre super gonflé, mais à chaque fois que je touche mon ventre, j'ai trop, trop mal et c'est pas possible. Toute l'après-midi. Au début, je pensais que ça allait faire comme la veille ou après avoir pris un médicament, j'allais aller mieux, mais pas du tout en fait. Donc là, mon copain, il s'inquiète, il appelle du coup l'hôpital où je me suis fait opérer, qui est un hôpital privé et en fait, vu que je suis passée avec ma mutuelle et que je suis en hôpital privé, si je dois retourner dans l'hôpital privé pour avoir, comment dire? Un traitement ou quelque chose relatif avec mon opération, ça doit être, l'un de mes chirurgiens qui doit me référer et faire un mot, un document pour ma mutuelle, en fait. Et en fait, là, dans la situation où j'étais, c'était une urgence donc du coup, ils ont dit: «Il faut que j'appelle, il faut appeler en fait, bah, l'ambulance et c'est eux qui doivent s'en occuper». Donc du coup, mon chéri à ce moment-là, il appelle l'ambulance. Donc l'ambulance, elle arrive, après je sais plus, je crois que c'était 2 heures ou quelque chose comme ça. Donc j'étais vraiment dans un état déplorable, je n'arrivais pas à marcher parce que mon ventre, comme je vous ai dit, il était tellement gros comme un ballon, je vous jure, je ne pouvais pas me plier. J'étais trop mal. Et il suffisait d'avoir des rebonds, par exemple dans les bosses, quand j'étais dans l'ambulance, dans le camion, ça me faisait mal parce que genre mon ventre il bougeait, genre je me suis dit mais c'est horrible. Donc j'étais vraiment au plus bas de ma vie. J'arrive du coup dans un hôpital public pour être prise en charge. Donc ils décident de faire des tests. Donc du coup ils font des prises de sang, tout ça. On attend énormément avec mon copain. Je sais plus, on était arrivé à l'hôpital, je crois, vers 19 heures ou 18 heures, un truc comme ça. Et il est reparti vers 1 heure du matin ou 2 heures, je crois. Donc, ils font des prises de sang. Et en fait, ils soupçonnent une infection. Et du coup, je reste la nuit parce qu'ils ont encore pas mal de choses à faire. Donc, je reste la nuit. Et je suis dans un dortoir où il y a 3 personnes, plus moi, donc on est 4. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'hôpital public, ça n'a rien à voir avec l'hôpital privé où j'étais. L'hôpital privé, bah, j'étais toute seule, j'avais une chambre individuelle. Franchement, la nourriture, elle était trop bien parce que c'était une nourriture vraiment faite par des chefs. Et quand je vous dis fait par des chefs, c'était des vrais chefs cuisiniers. Et vous allez voir, je vais vous mettre des photos sur Instagram. Et là, dans l'hôpital public, c'était complètement différent mon expérience.
Après, je dénigre pas l'hôpital public parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller en hôpital privé et et je sais que les personnes dans le public, heu, font de leur mieux et pour pouvoir faire leur travail et que c'est pas facile aussi les conditions, qu'il y a pas mal de choses à en prendre en compte, donc je dénigre pas du tout. Je vous dis simplement la différence d'expérience que j'ai eue entre être dans un hôpital public et être prise en charge dans un hôpital privé. Et comment ça a joué sur mon moral parce que du coup j'étais, j'avais affaire à des infirmières qui étaient pas forcément sympathiques et compétentes quand j'étais en hôpital public. Donc du coup voilà, j'ai dû rester en hôpital public du vendredi jusqu'au mardi d'après. Donc voilà, il me donne des antibiotiques, il me donne 3 antibiotiques. Donc il détecte qu'en fait que j'ai une infection, donc ils appellent ça une collection et en fait c'est une infection liquide. C'est-à-dire que dans mon corps, j'avais que du liquide, mais c'était de l'infection. Donc du coup, voilà, dans ma tête, je me disais: «Bon, bah, en fait, peut-être que le gaz, je l'avais éliminé, mais qu'en fait, c'était de l'infection que j'avais depuis». Donc du coup, il me donne 3 types d'antibiotiques, tous les matins, tous les soirs, pour voir si ça élimine l'infection et ma fièvre. Parce que j'étais montée jusqu'à 39,9 de fièvre. Franchement, c'était horrible. J'arrivais pas à dormir, je dormais très, très mal. Et pour aller rapidement, hein, sur l'hôpital public, ça a été une très mauvaise expérience dans le sens où en fait j'étais déjà avec 3 autres personnes, donc dans ce dortoir. Et si vous voulez, c'était des grands dortoirs. Et en fait, on avait tous notre coin avec un rideau séparé. Du coup, ça fait qu'on avait peut-être allez, 9 mètres carrés chacun, avec notre lit, une télé et puis une chaise et les affaires des infirmières, quoi. Et franchement, ça a été très très dur dans le sens où, quand en fait déjà on est dans un dortoir avec d'autres personnes, moi je l'ai très mal vécu dans le sens où je suis quelqu'un qui aspire beaucoup l'énergie des gens, qui absorbe beaucoup l'énergie des gens et qui ressent les énergies. Et les autres personnes étaient comme moi. On n'était pas dans une bonne énergie car on avait tous vécu une opération quelconque. Donc on était tous dans le mal. Donc forcément, notre énergie, elle n'allait pas être à 100%. Notre taux vibratoire, il n'est pas ouf. Donc, en fait, j'avais l'impression d'absorber toute la douleur des autres, d'absorber toute leur peine, tout leur mal et j'étais vraiment pas bien et je le disais à mon chéri à chaque fois qu'il venait me voir, tous les jours, je lui disais: «Mais en fait, je te jure, j'ai l'impression de suffoquer, que je ne respire pas». J'avais besoin d'air et je pouvais pas forcément, sortir. J'avais pas forcément le droit de sortir jusqu'à un moment où ils ont autorisé à que je prenne une chaise roulante et que qu'on aille dehors parce que je suffoquais, il y avait pas j'étais pas dans la partie où j'étais près de la fenêtre. Donc j'en pouvais plus, j'avais l'impression d'absorber que de la maladie, donc je me suis dit: «Je vais jamais guérir comme ça». Je faisais que de pleurer parce que j'allais pas mieux. À chaque fois, ils me disaient: «Bon, peut-être que vous allez sortir le lendemain», mais je sortais pas, j'étais toujours là et en fait, ils peuvent pas te faire sortir en plus quand tu as de la fièvre. J'avais toujours de la fièvre. Ma fièvre, elle baissait pas du tout. Elle faisait des petites, feintes, genre à baisser de 1 ou 2 degrés, après à remonter, genre. Donc clairement, les antibiotiques, je me dis: «Mais ils fonctionnent pas du tout, j'en prends 3 mais il y a rien qui fonctionne, c'est quoi ce délire?» Franchement, j'étais au bout de ma vie et en fait, moi, j'avais un rendez-vous avec l'urologue le mardi parce qu'il devait me retirer ma sonde. Donc j'étais super contente de me dire: «Je vais me faire retirer au moins ma sonde, quelque chose en moins sur moi», parce que voilà, j'avais ma sonde et mes prothèses à l'intérieur de ma vessie. Du coup, j'étais pas encore sortie du tout du week-end, j'étais encore là et je me disais: «Mais je vais jamais sortir» et moi, en fait, ce que je leur avais dit, je fais: «Écoutez, par contre, moi, j'ai un rendez-vous avec mon urologue, un de mes chirurgiens, le mardi, donc j'ai besoin de sortir le mardi». Et en fait, dans un hôpital, ils ont pas le droit de te faire sortir si ta température, elle est toujours haute. Et il me semble qu'ils considèrent que ta température, elle est basse à partir de 36. Moi, ma température, elle était toujours à 38 degrés, genre. C'était incroyable. Et en fait, on arrive. Il me semble qu'ils avaient parlé en plus aussi avec un de mes chirurgiens, tout ça, pour lui expliquer la situation. Et ils avaient parlé en fait à mon chirurgien d'endométriose. Mais pas à mon chirurgien d'urologue que je devais voir le mardi. Et donc, du coup, on arrive le lundi. Moi, je leur dis: «Mais de toute façon, je vais avoir mon. Il est
hors de question que je loupe mon rendez-vous de demain. Et pour moi, j'avais déjà mon plan en tête. Mon plan, c'était de me dire que, bah, en fait, je vais quand même aller voir mon chirurgien. Je vais lui dire, du coup, que je me sens pas bien dans cet hôpital et que il faut que je sois transférée pour qu'il me transfère. Parce que comme je vous ai dit, vu que c'est un hôpital privé où je me suis fait opérer et que mon chirurgien, il travaille, il faut qu'il fasse un document à ma mutuelle. Et en fait, entre-temps, quand j'étais en hôpital public, mon chéri, il avait appelé mon assurance pour, enfin, ma mutuelle pour leur demander si c'était possible de me transférer. Et ils ont du coup confirmé qu'en fait, non, c'est simplement les chirurgiens du coup du privé qui peuvent demander le transfert. Et, du coup, moi, c'était mon plan. Et ils ont dit, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que vous allez quand même, vous allez voir, faire votre rendez-vous avec votre chirurgien. Et si toutefois vous êtes transféré, bah, vous nous tenez au courant. On vous appellera en fin d'après-midi, le mardi, pour que vous nous puissiez nous dire au courant. Et du coup, je me suis dit, ok, mais de toute façon, c'était sûr dans ma tête que j'allais être transférée. Et la seule chose qui m'a permis vraiment de bien tenir lors de mon séjour en hôpital public, c'est les affirmations positives. Vraiment. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui vraiment fonctionne sur moi, les affirmations positives, c'est de me dire, Andrea, tu vas bien, tout va bien se passer, tu vas être transférée dans un nouvel hôpital, tu vas être guérie, tes douleurs vont disparaître, tu vas reprendre ta vie normale, tu vas reprendre ta routine. Je me disais que des affirmations positives constamment tous les jours. Et ça m'a vraiment aidé à, du coup, à aller mieux, mais à aussi surmonter cette étape dans cet épisode, dans cet hôpital public. Parce que franchement, je vous assure, les infirmières, elles étaient incompétentes, elles ne savaient pas comment prendre des échantillons dans mon cathéter, elles avaient même pas mis les étiquettes sur mes prises de sang le premier jour où j'étais arrivée à l'hôpital, j'ai dû me refaire repiquer. Enfin, il y avait plein de petits trucs comme ça où je me disais, mais en fait, ça va pas du tout, quoi. Donc voilà, le mardi, j'ai mon rendez-vous avec mon urologue. Il voit direct à ma tête que je vais pas bien du tout. Je lui explique que du coup, tout ce qui s'est passé avec l'infection, tout ça, machin. Et je lui explique que j'ai envie d'être transférée. Il voit ma tête tellement gentil, mon urologue. Rien que d'y penser, je vois sa tête, il me fait ne vous inquiétez pas, Andréa, je vais vous transférer. Et du coup, il a fait posez-vous, je vais vous faire là, parce que je devais faire en fait pas mal de scans, etc. le même jour. Il me fait faites vos scans et tout à l'hôpital, là, dans le même hôpital où j'étais avec l'urologue. Et il m'a dit moi, je m'occupe de faire le transfert avec votre mutuelle. Parfait. Donc, du coup, voilà, je fais tous mes scans et tout. En fait, il voulait refaire un scan pour savoir quelle était l'infection. Donc, je refais une échographie, etc. pour détecter l'infection. Donc, du coup, je suis transférée le même jour dans un autre hôpital. Donc, pas le même où je m'étais fait opérer, mais dans un autre hôpital qui est du coup plus proche de chez moi, à London Bridge. Et du coup, qui est aussi un hôpital privé et qui était juste super, quoi. Déjà, rien à voir. J'avais du coup ma chambre individuelle, trop contente. Et en fait, on voit totalement la différence parce qu'à partir du moment où j'ai été transférée, ma température, elle a commencé à diminuer. Rien que le premier jour. Et après, voilà, je sais, ils m'ont remis sous antibiotiques après, mais juste le fait est que ma température, elle a commencé à diminuer avant que je sois sous médicaments, ça prouve que l'environnement où on se trouve a beaucoup d'effets et a un impact énormément sur le mindset. Donc du coup, voilà, j'ai été transférée, on me remet sur antibiotiques, mais un seul antibiotique, on me dit, bon, on va vous mettre sur un antibiotique différent que les antibiotiques qu'on vous a donnés. Et en fait, pour voir si effectivement ça fonctionne mieux sur la température, sur votre baisse de température, parce que là, en fait, les 3 antibiotiques qu'ils m'avaient donnés dans l'hôpital public, ils fonctionnaient pas du tout. Ça n'a pas diminué l'infection et ma température, elle n'a pas diminué du tout, quoi. Enfin, de 1 ou 2 degrés. Donc là, ils m'ont remis sur un seul antibiotique et qui m'ont administré. Donc cet antibiotique, il a bien fonctionné sur ma température, sur la diminution de ma température. En revanche, ça n'a pas diminué l'infection. Et en fait, mon chirurgien, donc là, c'était du coup mon chirurgien l'urologue qui avait repris le contrôle, hein, du coup, hein, sur moi, enfin sur tout ce qui était opération, tout ça. Et du coup, il m'avait dit, bon, bah, si l'antibiotique ne fonctionne pas, ce qu'on va faire, c'est que
on va vous drainer l'infection. Parce qu'il me dit: «Je vois que vous êtes, dans le mal et tout». Enfin, forcément, il a pas dit comme ça, mais en gros, voilà: «Je vois que vous êtes dans le mal, ça peut plus continuer ainsi». Parce que le problème, c'est qu'avec l'infection, je ne pouvais pas manger. Parce que vu que j'avais le ventre gros comme un ballon et dès que je touchais mon ventre, j'avais super mal, je ne pouvais rien avaler. Ce qui fait que j'ai perdu 5 kilos en fait à cause de mon opération, parce que je ne pouvais rien avaler. Donc dites-vous que depuis mon opération jusqu'à ce que j'ai eu l'infection, je pouvais rien à manger. Je pouvais rien manger quasiment. Donc quasiment un mois sans manger quoi, clairement. Donc du coup, voilà, ce qui s'est passé, c'est que ils ont drainé du coup l'infection parce que au bout de 2 jours, je crois, ils ont vu que ça faisait rien. Donc ils se sont dit: «Bon, bah, ça fait rien, l'antibiotique, ça fonctionne simplement pour la température et que la votre température, elle a diminué, un peu avec les antibiotiques». Donc j'étais, passée à entre 37 et 38, donc ce qui était déjà mieux. Et donc du coup, ils m'ont drainé l'infection. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que le vendredi de cette semaine-là, j'ai d'autres médecins qui sont venus, les praticiens qui sont venus dans ma chambre, qui m'ont fait en fait le drainage dans ma chambre parce qu'en fait, j'étais tellement dans le mal et que je pouvais pas marcher et tout. Ils voulaient pas me faire déplacer dans une autre salle d'opération ou quoi que ce soit, donc ils les ont fait directement dans ma chambre. Oui, en fait, ils ont fait une anesthésie locale. Ils ont fait un trou en fait en bas du ventre, vraiment entre la jonction donc du bas du ventre, entre, bah, les parties, pelviennes et ton le ventre. Ils ont fait un trou là et ils ont mis un câble pour absorber du coup le liquide et à partir du moment où ils ont mis le câble, tout le liquide, il commençait à partir. Mais par contre, ça m'a fait tellement mal parce que du coup, moi, à chaque fois qu'on me touchait sur le ventre, j'avais l'impression que c'était des mines, donc j'avais super mal. Donc dès qu'ils ont mis le câble, j'avais mal, mais comment ça soulageait. Je voyais du coup tout le liquide jaune, on dirait que c'était du gingembre, dégueulasse, rien que d'y penser, se remplir dans la poche du coup. Heu et donc du coup, bah, en fait, ils m'ont laissé ce drain pendant, un moment. Donc tout le moment où je suis restée dans l'hôpital, du coup, dans cet hôpital, je suis restée une semaine, donc du mardi jusqu'au lundi suivant, dans l'hôpital privé. Donc et on m'a laissé le drain donc du vendredi, parce qu'on me l'a mis le vendredi, bah, jusqu'à, bah, en fait, je l'ai gardé une semaine et demie parce que je l'ai gardé chez moi. Donc en gros, donc du coup, j'ai eu le drain et en fait, j'avais 1,5 kg d'infection, 1 500 millilitres d'infection. Donc c'était pas étonnant du tout que j'avais ultra mal au ventre et que j'avais de la fièvre. Parce qu'en fait, ils ont retiré de liquide 1,5 kg dans mon ventre. Donc c'était énorme. C'est pourquoi je pouvais pas manger, que j'étais pas bien, que je pouvais pas marcher, que franchement, voilà, bref. Et c'est bizarre parce que c'est du liquide en plus. Donc du coup, à partir du moment où le liquide il commençait à s'enlever et que il y avait très peu qui s'enlevaient, bah en fait, quand ils m'ont discharge et que j'ai pu rentrer chez moi le lundi, parce que là, à partir de ce moment-là, j'avais aussi encore la sonde pour faire pipi, parce qu'en fait, mon chirurgien, mon urologue, de base, il devait l'enlever mardi, mais il a préféré que je la garde jusqu'à ce que, bah, je sais plus c'était pourquoi la cause, mais c'était en gros par rapport à l'infection, quoi. Et donc, du coup, le lundi où j'ai pu enfin rentrer chez moi, on m'a enlevé du coup ma sonde avec ma poche à urine, donc j'étais super contente. Et on m'a remplacé mon gros drain par un petit drain, donc ça veut dire une petite poche qui était du coup reliée au câble, mais pour être à domicile. Et en fait, j'ai dû garder le drain pendant une semaine pour voir s'il y avait encore du liquide d'infection qui sortait, quoi. Donc j'ai gardé ça pendant une semaine. Donc vous pensez que là, les aventures sont terminées, mais absolument pas, parce que du coup, toute la partie rétablissement devait recommencer, parce que tous les efforts que j'avais fait la première semaine après être rentrée de l'hôpital, je les avais perdus. Donc je savais plus trop comment marcher, je marchais toujours doucement, j'avais encore des douleurs de dos, mais là j'avais les douleurs du coup du fait que j'avais enlevé ma sonde avec la poche et je devais rééduquer ma vessie. Et la rééducation de la vessie, c'était extrêmement dur parce que
ça faisait super mal. Donc imaginez avoir, du coup, un câble qui est relié à votre vessie pendant 3 semaines. Donc ça fait super mal déjà parce que ça irrite et de 2, c'est que, bah, ton organe de la vessie, il a eu l'habitude de d'uriner dans un câble, du coup, dans un trou. Donc ça veut dire que pendant un moment, j'avais l'impression toujours de faire pipi dans un trou. Donc c'était vraiment un petit pipi, quoi. Donc désolée, je parle de pipi, mais c'est juste pour vous expliquer comment un peu c'était. Donc la rééducation de la vessie, c'était extrêmement dur aussi. Je l'ai mal vécu parce que du coup, en fait, il fallait que le chirurgien il m'avait dit, en fait, vous allez avoir l'impression de vouloir faire pipi toutes les 5-10 minutes, mais en fait, vous n'avez pas envie de faire pipi. C'est simplement parce que la vessie, elle a l'impression d'être encore avec la sonde. Et j'avais vraiment cette impression de vouloir faire pipi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en fait, du coup, quand tu réduis ta vessie, tu as des exercices. Et en gros, tu dois te forcer à, si du coup tu es allé faire pipi 10 minutes, il y a 10 minutes. Donc maintenant, tu attends 15 minutes. Et après, la prochaine fois, ce sera 20 minutes, etc. etc. Donc très, très, très dur quand même. Donc j'avais ça, j'avais le drain. Mes cicatrices, ça commençait à être mieux. Tout le monde me disait que mes cicatrices, elles étaient belles. Et je me disais, il n'y a rien de beau dans ça. Mais en fait, les gens voulaient dire, en fait, elles cicatrisent bien. Ouais, ok. Mais moi, je me voyais toujours pas très... J'étais toujours pas bien dans mon corps et tout. Et en plus de ça, forcément, j'étais interdit d'activités sportives pendant 1-2 mois, quelque chose comme ça. Je pouvais absolument pas faire du sport. À part mes exercices de kiné, je pouvais rien faire du tout. C'était extrêmement difficile pour moi parce que je suis très sportive, j'adore faire du sport. C'est vraiment quelque chose qui me motive au quotidien. J'ai besoin de faire du sport dans ma vie, sinon je suis pas bien. Et là, j'étais pas bien, franchement. Sans faire du sport, je me sentais franchement vraiment comme un larve, clairement. Et du coup, ça va. En vrai, j'ai pu me j'ai pu me rétablir plutôt bien. J'ai eu quand même vraiment des périodes très difficiles où, je continuais à pleurer parce que me voir dans cet état où j'étais très limitée j'étais vraiment limitée, au niveau mobile, que ça me faisait mal au cœur de me voir comme ça. Je pouvais vraiment pas faire grand-chose, mais vraiment. Hem, C'était dur de me faire à manger, tout ça, parce qu'au bout d'un moment, mon chéri devait retourner chez lui, donc du coup, j'ai dû reprendre mes habitudes, à me refaire à manger, tout ça. Donc j'avais la mobilité de mes bras et tout, mais marcher, je marchais doucement. Rééducation de la vessie en même temps. Après, j'avais le drain encore. Franchement, c'était dur. Donc ensuite, la semaine d'après, le drain, il a été enlevé avec les endoprothèses vasculaires qui étaient dans ma vessie. Donc ça m'avait fait trop mal en plus. Franchement, franchement, voilà, je vais pas continuer à en dire plus parce que je pense que j'en ai dit beaucoup, mais c'était vraiment quelque chose de très dur. C'était pas traumatisant, parce que c'était pas traumatisant, mais c'était très difficile mentalement. Et ce qui m'a vraiment fait tenir, c'était la gratitude, les affirmations positives, de garder un mindset positif en pensant à tous les avantages que j'allais avoir après cette opération et de me dire que c'était temporaire, que c'était pas permanent et que après le mauvais temps, après la tempête, vient le beau temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a pris du temps pour me rétablir. J'ai eu pendant très 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 longtemps mal au dos, encore au bas du dos, ce qui fait que j'ai pas pu forcément reprendre le sport très rapidement. Et là, pour le coup, pour vous dire, je me sens très très bien. Franchement, je suis super contente, je suis super reconnaissante d'avoir eu des très bons chirurgiens, d'avoir été dans les meilleurs hôpitaux de Londres et d'avoir eu ma petite sœur et ma mère qui étaient revenues à Londres. Ça m'avait vraiment reboosté à ce moment-là quand elles étaient revenues me voir à Londres et d'être reconnaissante d'avoir mes amis qui ont toujours pris des nouvelles de moi et même à vous sur Instagram. Je sais que j'ai certains de mes abonnés qui ont pris des nouvelles tous les jours et qui m'ont souhaité bon rétablissement. Ça me faisait vraiment chaud au cœur parce que c'est vrai que du coup, dans l'ombre, vous saviez pas ce que c'était. Et je peux vous dire que dans les moments difficiles où je pleurais à l'hôpital et que tu reçois un message qui dit j'espère que tu vas mieux, etc. Je peux vous dire que ça fait toute la différence sur le moral. Et c'est ces petites choses comme ça, ces petites intentions qui, du coup, peuvent changer
l'humeur d'une personne et qui peut vraiment la rebooster à reprendre des forces. Donc, toujours être bienveillant envers les autres. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, bah, je n'ai plus de douleur quand j'ai mes règles. Donc, je suis sous pilule. Je suis sous pilule, mais du coup, je n'ai plus de douleur pendant mes règles. Et en fait, la pilule, ça fait pas longtemps là, du coup, que je l'ai. Donc, normalement, je suis plus censée avoir mes règles, mais bon, à voir. Et en fait, je suis sous pilule parce que ça permet de. Je vous ai dit que la pilule, ça endort l'endométriose parce que en fait, ça régule les hormones. Et en fait, quelque chose que j'ai oublié d'expliquer, c'est que les hormones, surtout les oestrogènes et la progestérone, ça joue un rôle majeur dans l'endométriose. Donc l'augmentation de l'endométriose, le développement de l'endométriose et des symptômes sont connectés en fait au changement du niveau de ces hormones-là. Et en fait, les personnes avec de l'endométriose, elles ont souvent un niveau d'hormones d'oestrogène et de progestérone non équilibré. Donc il y a un gros déséquilibre entre ces deux hormones. Et c'est pourquoi la pilule, elle endort la maladie et qu'elle permet de régulariser ces deux hormones-là. Donc c'est pour ça que là, du coup, je suis sous pilule, parce que vu que l'endométriose, c'est c'est une maladie chronique qui ne disparaît jamais complètement. Là, par exemple, j'ai fait une opération et ils ont enlevé toutes les cellules d'endométriose, mais les cellules, elles peuvent se redévelopper. Mais du coup, on m'a mis sous pilule parce que du coup, comme ça endort la maladie. Et le fait est que ça endort la maladie, ça veut dire que je ne suis pas censée développer d'autres cellules le temps que je sois, ouais, bon, vous avez compris, que je sois sous pilule. Et en fait, le flux menstruel d'une femme, il est dirigé du coup par la fluctuation d'hormones, pardon, parce qu'il dirige aussi du coup l'endométriose, parce que ça fluctue l'endométriose en fonction des hormones. Et c'est pourquoi parfois on a mal au ventre quand on a nos règles, les femmes, quand on a l'endométriose, parfois elles ont pas mal au ventre, parce que c'est en fonction des hormones. Donc du coup, plus tes hormones sont déséquilibrées, plus ton endométriose, elle se développe. Donc, donc voilà. Et en fait, du coup, ce que je voulais dire, c'est que une chose aussi, c'est que il n'y a pas de lien entre la forme d'endométriose que je vous parlais tout à l'heure, les différentes formes, et la douleur que l'on a. Par exemple, que vous pouvez avoir une endométriose superficielle qui est la moins grave, mais avoir beaucoup de douleurs, des grosses douleurs. Et pourtant, cette forme d'endométriose, c'est pas la plus grave vraiment. C'est contrairement à une endométriose profonde. Et par exemple, vous pouvez avoir une endométriose profonde comme moi, et celle-ci, elle peut paraître, elle peut passer inaperçue et vous pouvez ne pas avoir douleur. Donc, l'endométriose, c'est vraiment une maladie très complexe, très dure à expliquer, et c'est pourquoi encore aujourd'hui, même les meilleurs chirurgiens du monde, les meilleurs scientifiques n'arrivent pas à comprendre cette maladie. Parce que c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Donc, il y a différentes formes d'endométriose, comme je l'ai cité. Chaque femme est différente. On ne réagit pas pareil face à la maladie. Donc, c'est vraiment complexe. Et c'est pourquoi chaque femme est différente et c'est pourquoi il faut quand même consulter pour savoir si vous avez l'endométriose ou pas. Et dites-vous qu'il n'est pas normal d'avoir mal au ventre lorsque vous avez vos règles. Si vous soupçonnez que vous avez l'endométriose, je vous invite à contacter Endo France qui peut vraiment vous aider à pouvoir vous guider vers les meilleures bah, personnes pour, euh, pour pouvoir faire les examens pour l'endométriose. Parce que plus tôt vous détectez votre endométriose, mieux c'est pour le futur. Surtout si vous avez des projets de bébé, tout ça. Et franchement, en connaissance de cause et en connaissant pas mal de gens qui sont dans ce problème-là à cause de leur endométriose, je peux vous dire que le mieux, c'est vraiment de le détecter plus tôt et de vraiment suivre votre intuition. Si vous connaissez bien votre corps et que vous vous dites non, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps, ne prenez pas 3000 ans pour pouvoir aller consulter. La santé, c'est super important. Et sans la santé, on n'a vraiment rien. Et je l'ai vraiment appris lors de mon opération, franchement, parce que c'était extrêmement dur. Et j'avais l'impression que je pouvais rien faire. Et je me suis vraiment dit, sans la santé, j'ai rien. Et j'étais vraiment reconnaissante de me dire que c'est temporaire et que je vais péter la forme après que mon opération soit terminée. Donc, allez vous faire consulter.
faites partager cet épisode de podcast aux personnes qui ont besoin d'entendre ce type de témoignage. Si vous aviez des douleurs de règles auparavant, mais que maintenant vous êtes sous contraceptif hormonal et que vous n'avez plus de douleur, moi, ce que je vous recommanderais, c'est de quand même aller voir une gynécologue et voir comment vous pouvez vous faire dépister pour l'endométriose. Parce que franchement, vivre avec l'endométriose, ce n'est pas facile. C'est souvent sous-estimé. Et moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis beaucoup d'amis ou de gens en général qui avaient sous-estimé mon opération. Parce que quand les gens pensent à l'endométriose, forcément, ce n'est pas un cancer, on n'en meurt pas. Donc, on ne pense pas que c'est autant grave. Mais les personnes qui le vivent, les femmes qui le vivent, franchement, je peux vous dire que c'est très grave pour nous. Parce que quotidiennement, c'est un combat. Enfin, mensuellement, c'est un combat. Et il y a des femmes qui vivent quotidiennement en fonction de l'endométriose que je vous ai dit qu'elles ont et les douleurs. Mais c'est un combat de se dire voilà, je peux pas je peux pas profiter avec mes amis parce que j'ai des douleurs. Je suis obligée de me plier en deux. Les médicaments ne font rien. Enfin, franchement, c'est très très dur. Donc, surtout, n'hésitez pas, voilà, à faire partager cet épisode, à écouter l'épisode 29 où j'ai un échange très enrichissant avec Yasmine Kando, la présidente d'Endo France. Et n'hésitez pas vraiment à vous faire dépister pour l'endométriose si vous êtes une femme et à écouter votre corps et à vous écouter. Et si vous êtes un homme, n'hésitez pas à faire partager cet épisode à une femme de votre entourage. Alors voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Je pense que c'est un long épisode. Ça a été un long épisode et je me suis peut-être égarée, mais je voulais vraiment vous parler à cœur ouvert et de vous dire sans filtre tout ce qui s'est passé ces derniers mois parce que je vous avais promis que j'allais le faire et je trouve que c'est un sujet super important, la santé de la femme. Et Feel Positive, c'est avant tout très girl power. Donc, du coup, voilà, je voulais vraiment prendre mon temps et vous expliquer les émotions que j'ai eues pendant cette grosse opération et pendant le diagnostic que j'ai eu pour mon endométriose. Mais maintenant, je vais très bien, vous inquiétez pas, je n'ai plus de pleurs, je n'ai plus de douleur et je me sens super bien dans mon corps. J'ai repris la gym. Voilà, je suis en super bonne santé, enfin du moins, je le crois. Et je suis super reconnaissante d'avoir eu cette opération car je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà les amours, je vais vous laisser et puis je vous souhaite de passer une très bonne après-midi, soirée ou journée. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez cet épisode de podcast, mais du coup, si c'était en soirée, ça a dû être assez lourd pour vous. Et en tout cas, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Feel Positive. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve sur Instagram, sur Feel Positive Official et on se voit bientôt. Des gros bisous. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.